bonsoir. Alors, à propos de l'intervention, vous pouvez intervenir quand vous voulez pendant le discours. C'est un peu barbare. Alors, je dois vous prévenir que j'ai un problème dans les yeux, donc je vais certainement avoir un problème avec le clavier et la souris. Donc, on ne pourra pas m'en vouloir s'il y a des temps de latence entre le moment où j'ai cliqué et le moment où ça se passe. Désolé. Bon. Je demande toute votre félicité. Alors, ce que j'avais dit à Grégory, c'est que je voulais parler des réseaux neuronaux, des rêves artificiels, du live coding, et puis aussi d'autres choses que j'ai inventées depuis. Parce que depuis un mois, j'ai inventé des trucs dont je vous parlerai à la fin, qui est après le live coding. Alors, sur les réseaux neuronaux, je pense que tout le monde connaît un peu le truc. Je ne vais pas vous casser les pieds avec un exposé doctoral de ce truc. Simplement, pour moi, c'est fondamental parce que je trouve que j'en ai plein dans la tête, comme vous. Tout le monde a beaucoup de réseaux neuronaux dans la tête, et les animaux aussi. Les animaux, c'est extraordinaire, c'est ce qu'ils peuvent faire avec leurs réseaux neuronaux. Ils se tiennent en équilibre sur une balustrade, c'est absolument extraordinaire. Tout le monde n'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas. Alors, je pense qu'il y a un problème sur les réseaux neuronaux à l'heure actuelle. Je regarde bien sur le net, à mesure où je vois un peu, qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux neuronaux? Ben, je vois partout le deep learning. Bon, d'accord, enfin, il ne faut pas déconner, le deep learning, ça date des années 70. Hein. Alors, quand il y a des gens qui le découvrent aujourd'hui, je me dis, bon, ben, d'accord, vous avez quel âge en 70? Vous n'êtes même pas né. Eh ben, ils découvrent aujourd'hui ce qui a été fait par leurs arrière-grands-parents. Ah, parfait. Ah. Alors, le deep learning, vous savez ce que c'est un perceptron auquel on a adjoint un algorithme qui est génial, qui s'appelle l'algorithme de la rétropropagation de l'erreur, qui lui permet de résoudre des problèmes linéairement non séparés. Je ne savais pas faire le perceptron jusqu'aux années 70-74, justement. En fait, il sait le faire depuis les années 80-86. Bien. Alors, le principe, c'est assez simple, c'est un réseau neuronal qui a des entrées, et puis des sorties, et entre les deux, on met des couches qui sont dites couches cachées, qui correspondent à peu près à notre cortex cérébral. Les entrées, ce sont l'équivalent de nos perceptions, la rétine, l'oreille, le toucher, etc. Les sorties, bah, ça peut être notre main qui dessine, ou ça peut être nous qui marchons, qui dansons, ou bien qui chantons. Et donc il y a une entrée et une sortie. Et puis, entre les deux, on essaye de complexifier le signal, un petit peu comme dans notre cerveau, où il est évident que la rétine n'est pas projetée telle qu'elle sur les zones visuelles. Pas du tout. Ce qui arrive aux zones visuelles, c'est déjà un traitement très sophistiqué de l'information qu'il y a sur la rétine. C'est pas une image qui arrive au cerveau, pas du tout. C'est pas une image pixel. C'est quelque chose qui a plus rapport avec le langage, finalement. Alors, on a utilisé ces réseaux pour reconnaître des choses. Ils sont très performants pour faire ça. On leur donne des exemples, et puis évidemment, puisqu'ils sont initialisés aléatoirement, leur matrice de poids synaptique, vous savez ce que c'est, la matrice de poids synaptique, est initialisée aléatoirement, donc ils répondent n'importe quoi. On leur présente un truc et ils répondent n'importe quoi. Alors on leur dit, vous avez fait une erreur. Et l'erreur, c'est la différence entre ce qu'il a trouvé et ce qu'on voudrait qu'il trouve. Donc on peut corriger les poids synaptiques en fonction de cette erreur. Alors il y a un algorithme qui s'appelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'algorithme de la rétropropagation de l'erreur, qui part non pas du départ, on ne calcule pas l'erreur à partir de l'entrée, on calcule l'erreur à partir de la sortie, justement. Parce qu'elle est évidente. L'erreur qui est à la sortie, c'est la différence entre ce qu'on voulait qu'il se fasse et ce qu'il fait. Donc c'est facile de la calculer. Et puis on revient sur les couches antérieures en faisant une intégration au lieu de faire une dérivation, simplement. Donc c'est à base d'équations différentielles, tout ça. On intègre de couche en couche et on remonte l'erreur jusqu'au départ. Et on arrive à calculer comme ça les poids synaptiques. Et c'est excellent, hein, moi je l'ai programmé, ça marche très très bien. Mais il y a quand même un petit problème. Il y a deux problèmes. C'est que les algorithmes qui sont proposés par Google, ou que les Chinois utilisent pour reconnaître la reconnaissance faciale, ça marche très bien, mais il faut quand même voir qu'il y a des millions d'exemples qui sont donnés derrière. Moi je ne sais pas, vous avez des enfants, pour leur apprendre la différence entre un chien et un chat, vous n'avez pas besoin de lui montrer un million d'images. Vous montrez deux, et puis il va dans la rue, il dit oui, ça c'est un toutou, ça c'est un héros. J'ai compris, deux images. Bon, alors pourquoi c'est si peu performant les réseaux neuronaux, qui pourtant ont des ordinateurs qui vont 1 milliard de fois plus vite que nous. Hein. Nous, notre circuiterie est câblée à 16 Hz, en gros, plus ou moins.
À côté des ordinateurs qui sont câblés en gigahertz, on est vraiment des débiles à côté. Alors comment ça se fait que les enfants sachent reconnaître un chien d'un chat presque instantanément, alors que ces énormes machines, avec des ingénieurs qui sont payés je ne sais pas combien, eh ben, ils n'y arrivent pas. Alors la raison, c'est tout simple, c'est que l'algorithme qui est utilisé, c'est sur les perceptrons. Alors un perceptron, c'est un réseau qui a une entrée, enfin des entrées et des sorties. Et l'information circule de gauche à droite. C'est pas du tout comme ça que fonctionne notre cerveau. Je dis notre cerveau à nous autres, les animaux, hein. C'est pas seulement les humains. Même les fourmis ont un cerveau très évolué. Eh bien, ce qui se passe dans le cerveau des animaux, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la réentrance. Car l'information ne circule pas de gauche à droite du tout. Elle revient en arrière. Dans notre cerveau, nous avons plein de boucles rétroactives qui sont réentrantes, c'est-à-dire l'information fait des boucles. Et ça, avec des fréquences effrayantes. Bon, donc c'est pas la bonne solution à mon avis, le deep learning. Alors, moi, je propose autre chose. Bon, j'ai écrit des trucs là-dessus. Bon, il y a un truc qui est bien connu, c'est les réseaux de Cohen. Vous connaissez peut-être le truc. Eux, ils font des classifications. Ils ne reconnaissent pas un objet particulier, mais ils sont capables, à partir de données, par exemple, totalement aléatoires, de les catégoriser, c'est-à-dire de les distinguer entre elles. Bon, c'est très intéressant. Alors moi, j'ai utilisé plutôt ça comme artiste, puisque j'utilise mes réseaux, non pas pour reconnaître, mais pour créer. Parce que si je me contentais de reconnaître, bon, ben, je reconnaîtrais les peintres traditionnels, je reconnaîtrais les musiciens traditionnels, c'est très bien. C'est pas de la création, ça. On reconnaît. Bon, la création, c'est inventer. Donc, c'est pas intéressant, à mon avis, d'utiliser ces réseaux de cette façon. Il faut absolument qu'ils soient réentrants. Alors, le problème, c'est que dès que c'est réentrant, on se heurte à des problèmes très compliqués. Hein, parce que c'est plus des équations différentielles, c'est extrêmement compliqué. On n'y arrive pas. Alors, comment on fait? Ben, je vais essayer de vous expliquer ça avec un exemple. Alors, Marie-Hélène, tu vas me dire qui sur le test 3. C'est un exemple de réseaux neuronaux qui fabrique des rêves. Alors, je vais me taire pour pas qu'ils m'entendent. Donc là, c'est un ballet. C'est un ballet de personnages virtuels qui ont des neurones. Et ils écoutent la musique, mais là, ils n'entendent pas. Parce qu'il n'y a pas de musique, je parle doucement. Donc normalement, ils devraient s'endormir. Vous voyez, ils s'endorment. Je pense qu'ils vont s'endormir. Il faut les verser. On peut essayer de faire silence. Silence. Ouais, faire marcher. Bon, c'est ce qui se passe. Alors, la musique de Grégory Jarry, qui est ici présent. Qu'est-ce que tu veux comme musique, Grégory? Oh, j'en sais rien. Bon, ben moi j'aime bien Borderline. Ah bah vas-y. Bon, c'est bon. Okay. Bon, il n'est pas dessus. Ah si. Alors là, il y a un signal audio. Vous voyez ce qui rentre dans les réseaux neuronaux, c'est un signal audio. En fait, la FFT du signal. Et en fonction de ce signal, il va générer des forces qui vont l'animer. Donc là, il est réveillé. C'est un balai dynamique qui fonctionne avec des réseaux tout à fait traditionnels. Je vais éteindre le son. Alors là, alors, ce qui se passe, vous voyez, que ce qui rentre dans les réseaux, c'est pas de la musique. C'est quelque chose qui vient du réseau lui-même. Vous voyez que les informations qui rentrent ici ne viennent pas de l'extérieur, c'est pas un signal. C'est le réseau qui travaille tout seul. C'est ce qui se passe quand on rêve. Parce que comment se fait-il qu'on voit des images alors qu'on a les yeux fermés? Comment se fait-il qu'on entende des sons alors que normalement on est dans le silence? Comment se fait-il qu'on est en train de voler dans le rêve alors qu'on est couché? Eh bien, c'est parce que notre système de perception
et sollicité non pas par un signal extérieur, mais par un signal intérieur. C'est le cerveau qui envoie à lui-même des informations. En fait, c'est ce qu'on peut appeler la réflexion, tout simplement. La réflexion, c'est une réentrance, exactement ça. Donc moi, j'explique le rêve avec cette réentrance, et cette démo prouve qu'on peut faire rêver des ordinateurs. Non, non, normalement, elle doit être encore là. Alors, laquelle tu veux? Un coloré. Dynamique, celle-là. Donc là, vous voyez, on entre dans les réseaux, il y a une information audio. Donc, on danse sur cette information. Comment? Non, ça va. Oui, c'est mieux. Bon, voilà. Donc ça, c'était sur les réseaux artificiels et les réseaux neuronaux. C'est comme ça que je m'en sers. Ça, c'est discutable. Hein. Alors, on va passer au truc suivant. C'était donc le live coding. Alors, live coding, il va y avoir des spécialistes qui vont vous en parler dans un moment, qui vont en faire même, avec une magnifique démo de Fleury. On verra ça. Alors, donc, on va vous expliquer ça plutôt du point de vue théorique. Alors, c'est dans Emerge Code. Oui. Alors, alors, qu'est-ce que c'est que le live coding? Je ne vais pas vous apprendre ça, vous êtes tous spécialistes de la question. Je vais simplement faire un résumé de ce que c'est. Alors, une explication en deux. Oui. Alors, quel est le principe? La programmation classique, comment ça se passe? Vous avez un code que vous écrivez, vous le compilez, ça vous donne du langage machine, vous le linkez, et ça fait un exécutable. Bon, pourquoi on éprouve le besoin de coder en langage évolué? Parce qu'on est incapable de coder en langage machine. C'est beaucoup trop simple pour nous. Il s'agit de faire des transferts d'un registre dans un autre, ça se limite en gros à ça, très souvent. On fait des décalages à gauche et à droite, un certain nombre de bits, et puis c'est tout. En gros, les ordinateurs savent faire à peu près ça. Bon, il y a des trucs câblés, comme le calcul sur le flottant, etc. Mais c'est beaucoup trop élémentaire pour nous. Donc on a inventé des langages. On a d'abord inventé le langage assembleur, qui permet de programmer très proche de la machine, mais de façon quand même symbolique. Au lieu de mettre des codes hexadécimaux, on met des trucs du genre move dièse 4000 R0, ça veut dire je mets la valeur 4000 dans le registre R0. Ça on le comprend, on peut l'écrire. Alors, après il faut le compiler, c'est-à-dire le traduire en langage machine. Et puis après il faut le linker. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est parce que, sur les ordinateurs modernes, mais même autrefois, il n'y a pas un programme qui tombe dans la mémoire, il y en a plein, il y en a des centaines qui tombent en même temps. Donc ils ne sont jamais à une adresse fixe. Quand on le charge, il se met là où il y a de la place. Donc dans le programme, il n'est pas question de mettre des adresses fixes. On met des adresses là, qui sont décalées d'une certaine valeur, qui dépend de l'adresse à laquelle on charge le programme. Et le link, ça consiste justement à remplacer les appels de fonctions qui sont des appels par des noms, on remplace par des adresses. C'est le but du link. Et en même temps, il regarde s'il manque des fonctions. Auquel cas, il va les chercher sur le disque, faire des DLL par exemple. Et après, on fait un exécutable. Bon, donc, si vous modifiez le code, il faut repasser par toute la chaîne. Il faut recompiler, relinker, fabriquer un exécutable, le charger et l'exécuter. Donc, le temps réel là-dedans, exécutable, pas question.
Alors, comment les gens arrivent à faire du live coding? Alors, le live coding, ça consiste à modifier le code pendant que l'exécutable tourne. Donc, il n'est pas question de le repasser par la chaîne qu'on vient de faire. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Une façon, c'est d'utiliser un interpréteur. Alors, vous savez que l'interpréteur, il compile pas, sauf qu'il compile sans arrêt, en fait. Chaque fois que vous passez sur une ligne, il la compile. Bon, alors comme c'est une ligne, c'est pas grave, c'est pas long. Mais les informaticiens se sont dit, mais il passe 1000 fois par cet endroit, 1000 fois la compilation. Un peu bête. Donc on va lui demander de compiler une fois pour toutes le programme. Et à ce moment-là, on a un programme compilé qui tourne. Sauf qu'on ne peut pas le modifier quand il tourne. C'est embêtant. Alors il y a une autre façon de faire, c'est d'utiliser un assembleur de base. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas besoin de compiler, puisque chaque ligne est interprétée très facilement. Alors, une autre façon de faire, c'est d'utiliser des compilateurs dynamiques. Alors, je ne sais pas comment vous utilisez, mais je suppose que vous faites du chop, non? Non? Si, vous faites du chop. C'est ça? Je ne sais pas. Ouais, Non? ou Super Collider, enfin, Vous faites du oui, il y en a plein d'autres. Oui, il y en a. Bien sûr. Il y a C'est un différents. collider, bien sûr. Oui, il y a un lycée aussi, il y en a plein d'autres. Bon, ce sont des compilateurs dynamiques. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai commencé l'informatique il y a très longtemps, depuis 40 ans, c'est pas lourd. Eh bien, à l'époque, il n'existait rien, il n'y avait pas de compilateur. Donc je l'ai créé, et j'ai eu la bonne idée d'écrire dynamique dès le départ. Donc j'ai un compilateur dynamique qui tourne depuis les années 80. Donc j'ai eu aucun problème de faire du live coding, mon compilateur est dynamique, pas de problème. Je peux changer le code quand il tourne, il n'y a aucun problème, ça marche. Mais alors, cette histoire de compilateur dynamique, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Alors moi, je soupçonne les informaticiens d'être des grands conservateurs. Ils ne veulent pas que les choses changent. Maintenant, ils ont fait un truc, ça marche, on ne peut pas le changer, c'est défendu. Moi, je n'aime pas qu'on interdise les trucs. Donc, je le fais, ça marche pas bien. Ah oui, parce que au début, par exemple, quelqu'un qui a fait un programme très simple, il écrit X égale 1. Il l'envoie à la compilation. Il n'est pas content, le compilateur. Il dit, je ne connais pas X. Bah, tu ne connais pas X, je viens de te dire qu'il est égal à 1. Oui, mais il ne m'a pas été présenté. Parce que Sa Majesté, le compilateur, ne reçoit dans son salon que des gens dûment mandatés. Ben oui. Et dans le marquis de Saint-Leu peut venir, et avec son chapeau rouge et jaune, et dire, je suis marquis de Saint-Leu, alors c'est très bien, on rentre dans la compilation. Donc il faut lui parler de X avant de dire avant de l'affecter. Il faut dire que c'est un integer. Donc il faut dire integer X, puis après on dit X égale 1. Bon, on a compris, d'accord. Il est un peu plus dur à la compréhension, bon, on va passer par ses volontés, maintenant on déclare. Bon, et puis dans le programme, je dis, bon, non, X maintenant, c'est. Je vais dire que c'est guillemets, A, guillemets. Le compilateur a dit, non, c'est pas possible. Vous allez dire que c'est un integer, maintenant, c'est pas faisable, c'est un caractère. Donc, c'est cette histoire. On ne peut pas changer. Bon, tout le monde sait bien qu'on n'est pas femme, on le devient. Et bien alors, on change de sexe, pourquoi pas? On change de religion, on peut changer de parti politique, on peut changer plein de choses. Et pourquoi, dans la compilation, on ne peut pas changer? Quand X a été déclaré entier, vous ne pouvez pas en faire autre chose. Alors, pour des entiers, c'est déjà difficile, mais alors pour les structures, c'est encore plus compliqué. Là. Il n'est pas question de changer quoi que ce soit. Donc, il y a une façon de compiler qui n'est pas bâtie sur ces bases-là. On peut très bien, dans un compilateur dynamique, changer la signification des variables et des objets. On peut les créer, ce qui permet en particulier de faire de la génétique, ou des algorithmes de génétique, plus simplement, où il y a des objets qui sont créés, qui n'existaient pas, mais qui sont créés avec leurs propriétés. C'est-à-dire qu'ils ont des nouvelles propriétés. Donc il faudrait les décrire dans une structure. Et ça, la compilation définitionnelle ne veut pas. Les structures sont définies à la compilation, et après, vous ne pouvez plus les inventer, c'est fini, c'est câblé. Bon, donc dans les compilateurs dynamiques, on peut faire ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, vous le savez très bien. Donc, on va faire du live coding. Alors, ici, j'ai toutes les fonctions de mon programme, il y en a des centaines. Non, je ne sais pas pourquoi. Oui, je sais. Parce qu'il faut le virer.
Est-ce qu'il est là? Alors, il est où? Il faut le dire. Voilà. Alors, il y a plein de fonctions, je vais en prendre une. J'ai écrit exprès pour l'occasion, qui s'appelle, c'est après tout ça, je crois. Par là. Elle est là, c'est la fonction lightcode. Alors là, voilà, cette fonction elle est très simple, elle ne fait rien. Voilà. Il y a des instructions qui sont point virgule, donc je vais en modifier une, par exemple la première. Je ne vois pas bien, je suis désolé. Ah, elle est là, c'était sauvé. Donc je vais modifier cette fonction et je vais lui dire de fabriquer des bodies. Alors pour ça, c'est très simple, j'écris B, underscore, parenthèse, parenthèse, point virgule, ça va me fabriquer des bodies. Non, c'est implanté. Ça, c'est normal. Non, si. Mais ça fait partie du village de faire des plantages. Très instructif. Alors, où est-ce que j'avais mon... Et par là, voilà. Alors, je recommence, je modifie. J'ai du mal à écrire mon truc. Je vais faire une faute de syntaxe. Il a combiné son truc. Alors, B, underscore, parenthèse. Parenthèse, est-ce que c'est bien écrit? Ouais. Ouais, ça va avec des formes. Donc, je vais continuer à modifier des choses en même temps qu'il tourne. Par exemple, je vais changer ce truc, je vais faire des trajectoires de type random sur les bodies. Alors, vous constatez qu'il continue à tourner. Voilà, je fais des trajectoires de type random sur les bodies, et donc, les bodies se mettent en route à faire des trajectoires. Bon, on peut faire ça, on peut continuer, on peut faire plein de trucs. On va m'amuser un truc plus compliqué. Je vais faire une trajectoire d'écritrage, non? Ouais. TR. Non. Ah, je vais faire sur 50 images. Je vais faire des rotations en Z entre entre 0 et pi sur le volume qui s'appelle Sky. Et je vais le rendre périodique. Ne pas oublier le point virgule, parce qu'il m'en voudrait. Voilà. Là, j'ai pas pu trouver là. Sky, c'est avec un majuscule. Oui. Normalement, il devrait y avoir le... Ah oui, il faut mettre de la musique pour qu'il y ait quelque chose. Je ne sais pas où il y a la musique. Elle est là. Est-ce qu'elle est ailleurs? Oui, elle disparaît. Ah, elle disparaît. Même ici. Oh, chier. Excusez-moi. Bon, ben, c'est pas grave, je vais relancer avec la machin. Alors, j'aimerais bien sortir ce truc. Bon, je vais faire. Pourquoi je ne peux pas atteindre ce truc? Non, je suis peut-être en caps lock. Maintenant. Non, je On peux la pas. relance. Bon, ben, je vais relancer. Ok. Non problème. Dans ce sens. Alors,
Alors, je recommence. Bon, je vais faire un trajectoire. Non, il y a du problème. Bon, c'est pas grave, je vais faire voir quelque chose. Il y a encore plus intéressant. De toute façon, les enquêtes, plein d'erreurs. Plein d'erreurs en écriture. Parce que je ne suis pas très performant, que je ne vois pas grand-chose d'abord, et puis je ne suis pas très performant pour écrire. Donc j'ai inventé un truc, le mois dernier, qui s'appelle l'emergent coding. Et je me suis dit, bah, je suis tellement maladroit à coder, que comme va vous faire voir tout à l'heure Fiorine, il codait tout à l'heure, c'est génial. Moi, j'y arrive pas, ça merde, ça plante sans arrêt. Donc je me suis dit, bah, pourquoi le code ne pourrait pas le générer tout seul? Ah oui, pourquoi pas? C'est ce qu'on appelle l'autocoding. Alors comment il va faire? Qu'est-ce qui peut se générer tout seul? C'est la vie. C'est la vie qui a la propriété de s'auto-engendrer. Jusqu'à maintenant, les programmes ne savaient pas s'auto-engendrer, parce qu'on leur interdisait, tout simplement. Mais si on arrête de leur interdire de faire des trucs, ils le feront, bien sûr. Donc j'aurais permis de s'auto-engendrer, ils s'auto-engendrent. Je vais vous montrer. Alors, il s'agit de toujours le même programme, cette fois. Et celui-là. Il y a 5 ans. Ouais. Alors, je ne sais pas si je peux lancer la musique comme ça. Ouais. Alors, au lieu de faire du live coding, ah ben, j'ai encore le temps, là. J'ai encore combien de temps? Oui, ça va. Combien de temps, en gros? 10 minutes? 10 minutes? Ouais. Ah bon, donc je ne vais pas vous montrer ça, je vais vous montrer directement l'emergent coding. Alors, l'emergent coding, ben, vous voyez, c'est du code qui se génère tout seul. Vous voyez, c'est en train de se générer. Je vais vous faire voir sur fond noir, on verra mieux, il se génère. Moi, je fais rien, hein. Il génère. Il fait des trucs derrière. Il n'y a plus d'erreur. Ah ben, il n'y a plus d'erreur, parce que lui, il ne fait pas d'erreur. Il n'y a plus d'erreur. Moi, je suis tellement maladroit, je fais plein d'erreurs. Alors, on met de la musique pour voir si ça fait quelque chose. Nous, on va enlever une note, bien sûr. On met de la musique, ça va faire quelque chose, j'espère. On va intervenir quand même dans les corps. Alors, le principe, c'est de créer un générateur de code, et il y a un programme qui est capable de générer du code syntaxiquement correct, à partir d'informations que je peux clavier, et là, je vais la musique. L'information de la musique. Vous avez vu, ça donne plein d'informations, ça donne les fréquences, le nombre des champignons, les fréquences données, à un millier d'informations, du code. L'intérêt, c'est que justement, il n'y a plus d'erreur. Moi, c'était la marche. Là, je débrouille très bien. Bon, voilà, alors, en gros, c'est
Oui, une discussion, vraiment bien. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, des critiques. Mais tu peux pas expliquer comment se génère ce code lui-même? Ben, il y a plusieurs façons de générer du code. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau phylogénétique, si vous voulez, au niveau de l'espèce. C'est-à-dire, il y a des espèces de codes, ce sont des codes, des populations de codes. En général, on fabrique des populations de codes aléatoires, qui font n'importe quoi, mais c'est pas intéressant. Donc on leur applique les algorithmes génétiques, c'est ce qu'on appelle la programmation génétique, ce qui n'est pas les algorithmes génétiques, c'est autre chose. Dans la programmation génétique, on fait des croisements, non pas entre des bases de données, qui sont des génomes, mais entre des programmes. C'est-à-dire, on prend un morceau de programme, on le colle à un autre. Vous allez me dire, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ben oui, vous prenez un morceau de programme sur Internet, vous le collez sur un autre, et ça fait n'importe quoi. Alors pourquoi ça marche ici? Parce qu'on démontre en théorie de la compilation que tout programme peut être compilé dans n'importe quel langage. Et on peut traduire un programme écrit dans un langage, un programme écrit dans un autre langage, quel qu'il soit. Donc on peut le traduire en particulier en Lisp. Or le Lisp a cette particularité, c'est d'être un langage complètement parenthésé. Quand vous ouvrez une parenthèse, il faut la fermer, puis c'est tout. Le Lisp, c'est une collection de parenthèses ouvrantes et fermées, puis à l'intérieur, on met des trucs. Or ça, c'est exactement la description de ce qu'on appelle un arbre. Et quand vous ouvrez une parenthèse, en fait, vous mettez une branche. Quand vous ouvrez une parenthèse dans la parenthèse, vous mettez une sous-branche, etc. Donc le Lisp a une structure arborescente exactement. Or, tous les jardiniers savent faire des boutures. Vous prenez un morceau d'un arbre, vous le mettez sur l'autre, ça marche en général. La nature peut faire les choses, ça marche. Ben, c'est exactement ce qu'on fait en programmation génétique. Vous prenez un morceau de l'arbre, il faut prendre un morceau de l'arbre, pas prendre n'importe quoi. Vous le mettez dans l'autre et ça fait des trucs très intéressants. Donc ça, c'est au niveau phylogénétique, on croise des programmes. Mais il y a le niveau ontogénétique, c'est-à-dire un programme lui-même, il faudrait qu'il puisse évoluer, comme les êtres vivants évoluent. Notre cerveau est plastique, il évolue, notre corps évolue. Donc là, c'est encore autre chose. On fait plutôt appel aux réseaux neuronaux ou aux algorithmes génétiques. C'est très différent de ce dont je viens de parler. Les réseaux neuronaux permettent de fabriquer effectivement des êtres nouveaux à partir d'êtres élémentaires. Voilà, en gros, c'est comme ça que je procède. L'algorithme génétique, ça comprend un aspect de sélection. Oui, tout à fait. Oui, c'est donc, ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir une fonction de fitness. Et donc, c'est quoi la fonction de fitness sur le code de l'élevage? S'il y en a eu. Il faut les laisser à votre discrétion. D'accord. Bien sûr. Donc, par exemple... par exemple, si on fait de la musique, on voudrait que les mouvements soient à peu près cadencés en fonction de la musique. C'est-à-dire on pourrait s'arranger pour que la période des mouvements soit à peu près calée sur la période de la musique. C'est-à-dire on va retenir les programmes qui font des mouvements qui correspondent à la cadence de la musique, par exemple. Mais on pourrait prendre d'autres choses. On pourrait prendre qui sont en contre-cadence, par exemple. Bien sûr. Ouais, donc ça veut dire avec quoi? On écrit un programme qui va analyser l'output et derrière faire ah oui, non, ça correspondait au... D'accord. Donc c'est la discrétion de l'utilisateur, c'est là où intervient le côté plastique de la chose. C'est les artistes qui vont inventer des trucs, qui vont inventer des fitness, qui vont inventer des croisements de programmes, des trucs comme ça, bien sûr. Alors ce serait intéressant de le faire en live coding, ça. C'est-à-dire que moi je suis incapable de faire ça, mais vous certainement. Dans une session où il y aurait des gens avec des ordinateurs qui seraient en liaison avec l'ordinateur maître, je sais pas d'ordinateur maître, nécessaire, qui seraient en réseau entre eux et qui feraient donc de la génération de programmes dynamique. Ce serait très possible. Ce serait intéressant comme expérience, je pense. Je vois ce que j'en pense. Ça me fait penser à l'idée qu'aujourd'hui on voit les nouveaux réseaux générateurs d'images de chez Google et OpenAI et du coup il y a des artistes sur Internet qui se posent la question est-ce qu'on va être remplacé ou est-ce que ce sera à nous d'adopter ces outils et plus demander au modèle de générer pléthore d'exemples et après à nous de choisir en fonction de notre bon goût. Donc peut-être qu'un live coding avec ça pourrait par exemple le live codeur écrit un petit brouillon, une petite idée qu'il a. Il demande à Emergent de lui sortir une dizaine de permutations. Il choisit celle qui lui plaît, et puis au fur et à mesure, il fait évoluer ça, mais à partir
Oui, ça pourrait être une Ouais. façon de procéder, bien sûr. Tout à fait. Moi, je suis pas trop d'accord avec les images que demande Google. C'est pas vraiment... bon, c'est fait à partir d'exemples. Hein. Il y a une mémoire d'exemples, il y a des mélanges, il y a des spirales, il y a des trucs. Mais c'est pas vraiment une invention. Moi, j'ai pas été séduit vraiment par ça. C'est bluffant, c'est vrai, mais ça ne me fait pas penser à de la création artistique. Pas vraiment. Je trouve pas. Personnellement, hein, je sais pas. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans les tout récents, il y a l'injection de style. Donc, Oui. dessinage D'accord. dans le style de Van Gogh, ou Ben voilà. comme si c'était fait en photo argentique, ou comme si Oui. c'était D'accord. pixelisé. D'accord, mais c'est toujours, on fait comme. On simule, on fait semblant. C'est pas ça l'art, c'est une invention. On invente. Un Van Gogh, il a inventé son style. Pour faire comme Van Gogh, bon, d'accord. On peut faire de la musique comme Bach. Il y en a plein sur le réseau des musiques comme Bach qui sont faites par ordinateur. Oh, elles sont très belles, d'accord. Mais bon. Ouais, je pense qu'il y a des artistes qui s'emparent un peu des outils Ah oui, et ça, qui il faut qu'ils utilisent aussi fassent tout ça. ce qui est artefact. Parce que du coup, c'est pas des algorithmes parfaits du tout. Et du coup, justement, en explorant et en cherchant les artefacts, les choses qui sont pas justement de la reproduction, Ah on oui, peut trouver des choses originales. tout à fait, je suis d'accord. Tout à fait. Mhm. J'avais une question aussi. Pourquoi le choix du Lisp, justement, pour cette structure d'arbre, parce qu'elle existe dans tous les langages, en fait. Oui, mais elle n'est pas du tout transparente. Dans un langage en C++, tu ne le vois pas, l'arbre. Alors, tu peux, Oui, tu non. peux c'est moins visuel, peut-être. Non, oui, peut-être qu'en Lisp, c'est évident, avec les parenthèses. C'est d'ailleurs assez pénible de programmer en Lisp. Enfin, bon. Je ne sais pas, mais je programme en Lisp, c'est pas le pire. C'est mieux programmer en C, c'est ça. Je ne sais pas. C'est une question de goût. Voilà, donc c'est... Quand vous parlez moi je m'intéresse beaucoup à justement tout ce qui est image audio réactive, Oui. donc le son et l'image, et j'étais confronté à pas mal de problèmes parce que justement dans le son évolue très très vite. Oui. Et donc l'image, en fait, on n'a pas nécessairement envie de cette rapidité de réaction, donc on est obligé de mettre des amortisseurs, je dirais, sur le son qui du coup le détaille moins. Et je trouve ça super intéressant de peut-être générer autre chose qu'une forme, justement une fonction par le son, par du code autogénératif. Et je voulais savoir quel genre d'analyse vous faisiez sur le son, parce que bien sûr on peut faire des transformations de Fourier, le niveau. Est-ce que vous avez trouvé des techniques ou des manières d'analyser le son pour que ce soit agréable une fois que c'est envoyé dans l'image? Est-ce que ça donne des choses intéressantes? Moi, je ne suis pas du tout musicien. Hein. Ce que je fais, c'est une analyse de Fourier. Donc, j'en déduis des informations intéressantes. Je prends les dérivés de l'analyse de Fourier, première, deuxième, troisième, et ça me donne des paramètres de dynamique que j'applique à mes structures dynamiques. Donc, si tu veux, les corps réagissent dynamiquement, à peu près comme la musique est dynamique, en gros. Donc, c'est une idée, il y en a pas d'autres. Puis vous Moi, faites je pour le tempo, par exemple, vous faites une reconnaissance automatique du tempo? Non, pas vraiment. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. En fait, le problème est très ancien. C'est le problème de la musique au cinéma. Est-ce qu'elle est illustrative ou pas? Si elle est illustrative, c'est pas terriblement intéressant. Il faut beaucoup mieux une musique qui est peut-être en décalage complet avec l'image et l'histoire, et qui apporte quelque chose d'autre, je suppose. Donc on peut avoir le même problème en synthèse. Oui, c'est pas, des fois ça marche bien, des fois ça marche pas du tout. Oui. Et puis après, il y a le temps de réaction. Oh, bah, le temps de réaction, il est sur une machine actuelle, il est nul. Hein. Non, il n'y en a pas. Il y en a toujours un petit peu, ça dépend des... Oui, Complexité. ça dépend de la complexité, mais bon, maintenant avec les cartes graphiques câblées, on n'a pas de problème. Je crois que j'ai une bonne réponse là. La définition de la danse, c'est laisser la musique te pousser. Je crois que c'est peut-être une des meilleures réponses du programme selon cette définition-là. Mmh. Mais c'est vrai que c'est l'inverse, je dirais, de ce qu'on voit d'habitude, dans le sens où c'est le son qui va générer Le code. l'image. Alors, d'habitude, on va coller du son sur l'image. Mais là, ce qu'on propose, c'est de générer du code. Ah non, j'ai compris. Et ça produit du mouvement. Oui, ça produit du mouvement, oui, bien sûr. Oui, parce que le code est pour ça.
dans cet exemple. On pourrait faire par exemple avec la poésie, pourquoi pas, un générateur de poésie, à partir de la vidéo, de la musique, ou d'une autre parole, je sais pas. Parce que la poésie, hein, c'est un langage. L'informatique, c'est un langage. On m'a toujours dit, non, c'est pas un langage, c'est de la science, c'est de la technique. C'est pas un langage. Vous n'êtes pas des littéraires, vous ne parlez pas. Vous faites du SMS. C'est bien. On vient de programmer, c'est vraiment un langage. Désolé. On peut même faire de la rhétorique avec ça. Oui, on fait de la poésie, c'est un langage. Je sais pas, je n'étais pas d'accord avec ça. Moi, j'aimerais poser une question à Florine, justement parce que moi, j'ai découvert en fait le live coding à travers ta pratique et puis celle d'Antoine. Et ce qui m'a fasciné, c'est vrai, c'est d'avoir l'image et le code en même temps. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a plus ce temps, comme Michel l'a expliqué, où on programme, on ligne, voilà. Les deux sont simultanés, et la création, c'est la simultanéité des deux. Et avec les dernières choses que Michel a programmées, c'est-à-dire on génère le code, par exemple, par la musique, ou on génère le code, par exemple, par le mouvement. C'est-à-dire que, je le pose à toi parce que je t'avais vu faire une performance où tu étais à côté d'une pianiste qui jouait à côté de toi, et toi tu étais à côté avec ton instrument code, qui produisait l'image en temps réel pendant que tu pianotais. Vous étiez toutes les deux comme deux instrumentistes, et ça générait ces images en temps réel, etc. Et je me dis que tu pourrais aussi avoir une interface, pas une Kinect, quelque chose, en plus, tu coderais, tu ferais des mouvements, ça générerait du code automatiquement, il y aurait de la pianiste à côté qui introduirait du son, et tous ces codes générés produiraient un spectacle. Voilà. Que penses-tu de cette proposition? C'est une très belle idée. Intégrer du mouvement, je l'ai déjà fait de temps en temps avec une Leapmotion. Donc effectivement, j'écris des trucs, je m'arrête d'écrire, et je bouge la main au-dessus de la lip, ça fait bouger les formes en 3D. Alors, auto-générer du code, ça, je sais pas faire. C'est pas grave. Mais j'aime beaucoup l'idée. Et avoir en interface le son, effectivement, avec une FFT, bon là c'est très technique, il y a des choses qui sont super sympas à faire, ouais, mais ouais. Juste, c'est la partie auto-génération du code, que là je ne maîtrise pas du tout, mais c'est une super idée. Merci. Bon, on a fait notre place. Merci beaucoup.